Cette cour a suscité beaucoup d'espoir au début, lorsque, par exemple, les années 2007 a jugé le dossier reconnu comme euh, le dossier Gatabazi, dans un dossier où des personnes qui venaient d'être relâchées par la cour euh, d'Ouganda ont été arrêtées par les forces de l'ordre arbitrairement et maintenues en détention. D'autres dossiers au Kenya qui impliquaient le gouvernement ont été jugés à la satisfaction des victimes. Ceci s'est passé aussi dans d'autres pays, mais aussi au Burundi, avec le dossier du bâtonnier Isidore Rufyikiri, qui s'était vu interdit de quitter le pays et radié simplement en raison de ses opinions qu'il avait émises en tant qu'avocat. Dans ce dossier précis, la Cour avait constaté des violations qui avaient été commises par le gouvernement du Burundi et ordonné au secrétaire général de dépêcher une mission d'investigation sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Mais malgré les multiples rappels, ni le secrétaire général qui est en charge d'exécuter ce genre d'ordre, ni la Cour, aucun suivi n'a eu lieu. Et par la suite, depuis cette époque, la Cour a été caractérisée par une sorte d'hésitation à se prononcer sur des sujets qui étaient de nature à orienter la région dans le sens de promouvoir la démocratie et le règne de la loi, rule of law. Et tous ces problèmes sont liés au fait que la juridiction n'a pas suffisamment d'indépendance. On avait essayé de mener un plaidoyer à ce sujet, mais ça n'a pas abouti parce que jusqu'à maintenant, en vertu de l'article 24, les juges sont nommés par des chefs d'État. Et lesquels chefs d'État qui ont des justices qu'on connaît. Je peux par exemple parler de mon pays, dans lequel le président lui-même fait le diagnostic, pour ne pas dire l'autopsie de son appareil judiciaire. Et les juges sont nommés en raison du militantisme et non pas en raison de leur intégrité ou de leur capacité à rendre une véritable justice. Et ce sont ces mêmes juges qui, la plupart des fois, sont nommés à ces postes au niveau de la juridiction régionale. Et il me semble que ces juges sont pris en tenaille par les ordres venant de leurs chefs d'État qui veulent se protéger contre cette juridiction. Je rappelle en passant que le tribunal de la justice du SADC en Afrique australe a été dissous en 2014 simplement parce qu'il avait eu l'audace de prendre des décisions qui ne convenaient pas au chef d'État. Peut-être que cette juridiction évite le même sort que le tribunal du SADC, mais en se comportant, en rendant des décisions qui vont dans le sens de dédouaner les autorités, non pas dans le sens de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, cette Cour ne rend pas véritablement un service qui était désiré par les populations. Je précise en passant que cette Cour, jusqu'à maintenant, n'a pas pu arriver à l'objectif de départ de pouvoir être une véritable Cour des droits de l'homme. Il était prévu en 2012 un Conseil des ministres qui allait proposer une réforme qui allait ouvrir cette Cour pour qu'elle puisse les plaintes des citoyens de l'Afrique de l'Est qui seraient victimes des violations des droits de l'homme. Mais ça n'a pas encore été fait jusqu'à maintenant. On peut s'adresser à cette Cour pour clamer la violation du traité en
en essayant de se réfugier ou en essayant de se baser sur l'article 6 et 7 relatif au principe de mots a un résultat très mitigé parce qu'il est des différences selon les pays, mais le gros reste à faire. Il faudra beaucoup d'audace dans le chef de chefs d'État qui doivent laisser plus d'indépendance à cette cour, mais les juges aussi doivent essayer de se démarquer des pays d'origine ou des systèmes judiciaires des pays d'origine.